5 minutes sur la méthode que j'ai mis en place, qui s'appelle le groupe de coprofessorisation, que vous connaissez bien, parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'on travaille là-dessus. Je peux juste faire un petit schéma rapide pour expliquer comment ça marche. Ils sont. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est demander à chacun des participants de venir avec une situation vécue, quelque chose qui est entravé sur lequel il se pose des questions. Il n'y arrive pas, il se plante. Et on va passer cette situation au filtre de ce que j'appelle 4 espaces. C'est l'espace problème. C'est-à-dire que pendant un moment, on va lui demander de décrire son problème. Qu'est-ce qui se passe? Avec qui? Qu'est-ce qui est dans la situation? Et on va l'obliger, au travers des questions que lui pose le groupe, à aller au-delà de la focalisation. On passe de il faut que je contrôle mon collaborateur à on est dans un système, donc il arrive à un moment à faire un schéma ou tableau, ou pas d'ailleurs maintenant. Généralement, c'est intéressant, c'est quand il pose l'ensemble des enjeux du système, qui est-ce qui agit sur qui est en relation avec qui, qu'est-ce qui... Et en général, ça, une fois qu'il a fait son dessin, il a objectivé son problème, c'est devenu un objet. Hein. Au lieu d'être quelque chose qui est à l'intérieur de lui qui le fait souffrir, c'est sorti, ça devient un objet. Et donc je me mets à regarder mon problème comme étant un objet. Vous savez, l'étymologie de penser, c'est pendere, tenir à bout de doigt. C'est-à-dire que quelque chose qui est à l'intérieur de moi, qui est confus, qui me fait souffrir, je le sors et j'en fais un objet. Donc cette première phase du travail, c'est ça, c'est objectiver la situation qu'il vit pour que ça soit plus juste quelque chose de confus à l'intérieur de soi. Ensuite de ça, ce qu'on fait dans la pratique de la méthode, c'est ce qu'on va appeler l'espace diagnostique. C'est-à-dire qu'on va, une fois qu'on a bien décodé le problème, qu'on a bien posé sur la table, on essaie de mettre une étiquette dessus, comme ferait un médecin. C'est un problème de quoi? Alors on a plein de grilles à notre disposition, psycho, socio, éco, technique, enfin tout est bon, hein, et tout ce qu'on veut. Et donc on va pouvoir, sur la situation qui a été décodée, mettre une étiquette. Et on peut mettre plusieurs étiquettes. C'est-à-dire que quand on est dans un groupe où il y a 12 participants, on peut mettre 12 étiquettes différentes, ça ne me pose aucun problème. Ce qui est intéressant pour celui qui pose le problème, c'est qu'il va s'apercevoir qu'on peut regarder, c'est l'histoire de la vieille, c'est pas non c'est une jeune, non c'est une vieille, ça peut être une jeune et une vieille. Et même ça peut être complètement autre chose. Et donc ça lui permet, toujours dans cette idée de prendre du recul, de bien comprendre que n'importe quelle situation qu'il vit peut être regardée dans plusieurs directions, et qu'elles ne sont pas forcément en opposition et antinomiques. Et au contraire, même elles se complètent. Et qu'il y a plusieurs manières de regarder les choses. Hein, d'ailleurs, c'est marrant parce que dans la tradition juive, on dit que jamais dans les échanges qu'il peut y avoir entre deux rabbins, jamais il y a non, il y a oui et. C'est très rigolo. C'est-à-dire que la réponse à une position, c'est pas de dire non, je suis pas d'accord avec toi, c'est de dire oui, mais oui et aussi une autre position. Donc on a bien cette idée de dire une réalité peut avoir plusieurs significations, on peut avoir plusieurs significations, et c'est pas important. Et au contraire, c'est même enrichissant de voir la multidimensionnalité des problématiques. Ensuite de ça, il y a un quatrième temps qu'on peut appeler l'espace solution. C'est-à-dire que pendant un petit moment, on va essayer d'explorer quel genre de solution on peut mettre en place. C'est-à-dire qu'on ne va pas trouver une solution. Pour moi, l'escroquerie, ça serait de dire, à la fin de la séance, tu auras ta solution, et un petit paquet avec le neurose, vas-y, tu fais. Parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que la solution, elle ne peut venir que dans l'intuition de l'instant de l'action. C'est-à-dire que c'est au moment où la personne sera en travail qu'il y a quelque chose qui va surgir. Si en amont, on a bien fait ce travail de décodage de la situation. Donc, imaginez qu'on puisse ensemble trouver une solution rationnelle, c'est sûr que ça sera la seule chose qui ne se fera pas. Ça ne se fera jamais, c'est pas possible. Mais par contre, on peut ouvrir des pistes. Hein. Tu peux lire tel bouquin, oui tiens, il y a ce truc, il y a ce texte, moi j'ai essayé cette grille-là, enfin bon, chacun vient. Et en fait, on va permettre à la personne de repartir avec une multidimensionnalité des perceptions des problèmes, une représentation objective de son vécu et des pistes de solutions différentes. Et du coup, il repart avec ça, il repart encore plus confus que quand il est rentré, c'est souvent ce qu'ils me disent. C'est encore plus confus, mais c'est ça qui va faire que dans l'instant de la réalité, il va trouver une solution. Parce qu'en réalité, on va nourrir son intuition. Ça, c'est pour nourrir l'intuition. Qui, dans l'instant, l'inconscient va faire tout ce travail de trouver une solution. Généralement, ça marche à tous les coups. Qu'est-ce que je dis? C'est pas solution. Et ensuite de ça, ce que je fais en général, c'est une synthèse du cas. C'est-à-dire qu'on fait un petit tour sur qu'est-ce que chacun garde du cas, etc. etc.
Voilà. Et ces quatre, ce que j'ai découvert en faisant ce travail-là, c'est que, en fait, ces quatre moments, c'était quatre, comment dire, quatre entraînements, quatre exercices qui correspondaient au modèle de l'apprentissage que j'avais dans mon premier bouquin. Je peux juste vous en dire deux mots rapidement. Quand vous agissez, comme on disait tout à l'heure, vous agissez avec ce qu'on va appeler du pré-réfléchi. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous conduisez votre voiture, vous n'êtes pas en train de vous dire « Tiens, le moteur est à 2500 tours, donc j'appuie sur l'embrayage et puis je passe dans. » L'action est pré-réfléchie, c'est-à-dire c'est complètement automatisé, et heureusement, parce que sinon, ça ne serait pas possible. Donc, l'activité, l'action elle-même, c'est une activité qui est pré-réfléchie. D'accord ? Lorsque je veux comprendre ce qui se passe, je vais prendre comme objet mon pré-réfléchi et je vais le réfléchir. C'est-à-dire, je vais faire ce que Piaget appelle un geste de réfléchissement. Un geste de réfléchissement. C'est-à-dire que je pars de l'action, je prends comme objet le pré-réfléchi pour le réfléchir. Et là, le fait de faire ça, ça m'amène à tirer des lois générales, donc généralisation. Ça m'amène à formaliser, c'est-à-dire que je mets des mots, c'est ça qu'on disait tout à l'heure, formaliser, et qui m'amène à tirer des lois, des principes, des règles, de compréhension du monde. Et c'est une fois que ces règles ont été conçues dans la relation avec les autres, que je vais pouvoir retourner au réel, parce que là, vous voyez, on a le réel ici, et là, on a le côté pensée. Je peux retourner au réel et appliquer ça dans toutes les situations de vie. Et on va s'apercevoir que ce qui est ici, c'est en fait un passage dans ces phases-là. L'espace-problème, c'est comment je prends le pré-réfléchi de mon action et que je le réfléchis pour en faire, avec l'espace diagnostique, pour en tirer des principes, des lois et des règles. C'est-à-dire que tout d'un coup, je vais me servir de modèles théoriques pour signifier le réel. C'est-à-dire qu'au fond, les outils théoriques, toutes les grilles d'analyse qu'on a, sociaux, psycho, ça sert à quoi ? Ça sert à rendre intelligible le réel. C'est-à-dire, tant que je n'ai pas mis les mots qui me permettent de donner du sens au réel, je ne peux pas le comprendre. Mais quand à un moment on a dit, bah tiens, tu vois, par exemple, ce que tu me racontes, en analyse transactionnelle, ça s'appelle une relation parent-enfant. Bloom, j'ai les mots. Et tout d'un coup, cette situation qui était confuse et qui n'était pas saisissable, elle devient saisissable parce que j'ai fait ce travail de réfléchissement et de mise en mots qui m'amène à comprendre et à tirer des lois et à me servir des théories comme étant des moyens de donner du sens au réel. Il y a une phrase d'un poète que j'aime bien qui disait « J'ai oublié le mot que je voulais dire et ma pensée désincarnée est retournée au royaume des ombres. » C'est-à-dire que si je n'ai pas le mot pour accrocher la pensée, ça disparaît. Donc là, ce qu'on essaie de faire dans ce travail-là, c'est de créer les conditions pour que des mots et des outils théoriques permettent de garder en mémoire, parce que j'ai compris quelque chose. D'accord ? Voilà. Et c'est ensuite de ça qu'on va pouvoir retourner au réel. C'est le quatrième temps, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on fait la synthèse, ou même l'espace solution d'ailleurs, on fait un lien avec le réel. D'accord ? Donc, ce modèle-là, qui est en fait, en gros, un modèle d'apprentissage, qu'est-ce que c'est qu'apprendre ? C'est ça. C'est modifier son système de représentation du monde. C'est ce que Pastré appelait, sa théorie en acte, sa philosophie en acte, on pourrait dire. C'est-à-dire que ce qui me fait agir, moi, c'est parce que j'ai un certain nombre de croyances, de valeurs, de principes, de règles. J'ai ma philosophie de la vie, et j'agis en fonction de ma philosophie de la vie. Je signifie le monde en fonction de ma philosophie de la vie. Cette philosophie-là, forcément, il faut qu'elle bouge. Si j'ai la même philosophie à 18 ans qu'à 60 ans, c'est un peu raide, quoi. Et la seule manière de la faire bouger, c'est qu'à un certain moment, il y ait ce travail de compréhension, qui est ce cheminement-là. Parce que ce cheminement-là, à force de tourner comme ça, modifie sa philosophie en acte, en quelque sorte. Et donc, l'exercice qui est proposé là, c'est un exercice de transformation de sa philosophie en acte, qui est un exercice d'apprentissage. C'est un modèle d'apprentissage, mais c'est en même temps un modèle de prise de conscience. Et là, on va s'apercevoir qu'autour de cette notion d'attention consciente, on va mélanger tout ça. C'est-à-dire qu'on
on gagne en conscience, mais on gagne en apprentissage, et donc on gagne aussi en compétence à être conscient. Et c'est ça qui va faire que ça bouge. Le problème, alors si je compare avec la formation, je dirais que le problème de la formation, c'est que la formation, elle rentre ici. C'est-à-dire, j'arrive avec des principes, des lois, des règles. Voilà comment il faut penser. Hein, ce que Barbie appelait une offre de signification. C'est-à-dire que la signification avec laquelle j'arrive quand je viens avec un modèle théorique, vous expliquez le monde, comment il fonctionne, je viens avec ma façon de signifier les choses. Et je vous la propose. Mais pour pouvoir l'apprendre, il faut que cette manière de signifier le monde corresponde à mon expérience. Si elle ne correspond pas à mon expérience, bah, ça ne va pas rentrer. Alors ça peut rester passif, parce qu'on peut très bien imaginer quelqu'un qui dit « Ah oui, maintenant je comprends pourquoi en formation, il y a 2 ans, on m'a parlé de ça. Maintenant, ça a du sens. » Parce que tout d'un coup, il a fait la connexion réelle. Mais ce n'est pas garanti, et c'est pour ça que, d'après les quelques études que j'ai vues, le retour sur investissement de la formation, il n'arrive pas à 10%. Surtout dans des problématiques comme le management. Parce qu'en réalité, la seule chose qui rentre, c'est ce qui vient donner du sens à un vécu qui pour moi est une question. C'est-à-dire, si j'arrive avec un étonnement, hein, c'est pas pour les gens pour le mot étonnement, parce que je pense que c'est ça dont il est question, je suis étonné de ce qui m'arrive, et lorsque je fais ce travail de compréhension qui m'amène à tirer des lois et des règles, alors mon étonnement se résout en quelque sorte, et ce que j'entends là, ce que je construis là, je le construis pour le reste de ma vie. Moi j'ai souvent des gens qui me disent « Ouais, il y a 10 ans tu m'as dit que... » Ah bon, je me souviens pas. Mais pour lui c'est resté. C'est-à-dire que pour que ça s'engramme, pour que ça rentre, il faut que ça vienne remplir un vide quelque part autour de l'étonnement. Et donc l'analyse de pratique, pour moi ça me semble être un outil indispensable pour l'accompagnement du management pour ces 2 raisons. D'une part, parce que le projet est de développer de la conscience et de l'attention consciente qui est nécessaire si je ne veux pas me mettre en danger. Hein, je disais tout à l'heure, je suis pris dans des paradoxes, des contradictions. Si je me laisse embarquer, je suis mort. Et c'est très souvent le problème du manager. Et d'autre part, c'est parce que c'est la seule manière pour eux d'agir sur leur philosophie, leur théorie du monde, leur philosophie il n'y a aucun autre moyen. Vous pouvez faire toutes les formations. Mais c'est souvent ce que me disaient les managers. Ils me disaient, moi, les formations management, je les ai faites 2 fois, 3 fois. Bon, ça va, c'est bon, j'ai donné. Ça ne m'aide pas. Ça ne m'aide pas du tout, formation management. Ça donne des bases. C'est comme quand vous apprenez l'anglais. Bah, vous apprenez Taylor Rich. Ça va 1 fois, ça va 2 fois. Puis après, il faut se coltiner à la langue, à vos propres questions, à vos propres nécessités de traduire, etc. Donc, tant que vous ne faites pas l'expérience de la chose, et donc, en ce sens, la formation, notamment pour le management, c'est intéressant en tant que processus d'initiation. Mais ça laisse de côté tout l'aspect apprentissage du métier de manager, qui généralement n'est pas accompagné. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est on donne 3 outils de base, des fois même pas du tout au manager, et on le laisse nager. Et il va apprendre son métier, effectivement, il va l'apprendre cas un cas, et surtout sans aucune conscience. L'intérêt de ce travail, c'est pour ça que moi souvent je dis c'est pas grave que les gens n'aient pas fait de formation management. Si un manager a été manager pour moi pendant 2-3 ans et qu'il n'a pas explosé en vol, il a déjà tout. Tout est là. Mais il ne le sait même pas. Ils ignorent à quel point ils ont construit, ils ont élaboré des stratégies de management très, très subtiles et très complexes. Ils n'ont juste pas les mots qui vont dessus. Et donc le travail à faire avec ce management qui n'a pas explosé en vol et qui a réussi pendant 3-4 ans, ou 2 ans, ou 3 ans à être manager, c'est ça, c'est de lui dire, prenons vos pratiques, et au travers de ça, comprenons qu'est-ce qui se passe pour vous, qu'est-ce que vous savez déjà très bien faire, qu'est-ce que vous ne voyez pas, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous avez à voir, etc. Et donc c'est un exercice d'attention.